Donc, le prix du jury, c'est le prix du jury, catégorie jury, journaliste oui, professionnel, médaille de bronze, comme vous l'avez dit, une bourse de 5 000 à Eugénie Aymon, Sylvain Côté, Francis Legault, Pascal Gauthier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'équipe d'Argenteuil. Bravo, bravo. Excitant, endurance et ardu. Quel explorateur a pris possession du Canada au nom du roi de France et a planté une croix à Gaspé? Le premier. Bien sûr! Près de 23 000 immigrants ont suivi un cours de francisation et d'intégration à la société québécoise un peu partout au Québec l'année dernière. À l'UQAM, le programme UQAM-MIC s'adresse à des immigrants ayant un niveau de scolarité élevé. Ils apprennent le français en salle de classe avec leurs professeurs. Maintenant, apprendre une langue, c'est de longue haleine, c'est beaucoup de travail. Et donc, il faut vivre la langue dans le quotidien le plus possible, la mettre en application. C'est pas seulement des règles de grammaire, c'est la vie. Et l'intégration, c'est ça, moi, que je voulais au départ. Lorsque j'ai mis sur pied ce programme-là, ça fait déjà 11 ans, c'était que les étudiants puissent être dans la vie au quotidien et parler français, utiliser la langue française dans leur vie au quotidien. Parce que, comme on dit, le français, c'est une langue de chanson, c'est une langue belle. Le français, c'était la troisième langue que j'apprends. Mais le français, vraiment, c'est très loin de ma langue, vraiment. Le mot que c'était similaire dans ma langue, il n'y a pas. Vraiment, il n'y a pas. Les premières choses que je dois apprendre, c'est écrire très bien le français parce que je sais que pour mon travail, je dois écrire et avoir une bonne grammaire pour écrire le français. Si les étudiants désirent pour la plupart poursuivre leur apprentissage de la langue française à la fin du programme, il reste qu'ils sont confrontés à Montréal à une réalité francophone et anglophone, ce qui n'est pas le cas à Saint-Jérôme où un cours semblable est offert. Le fait de vivre à Saint-Jérôme, il y a moins de personnes qui parlent anglais qu'à Montréal, alors le besoin est d'autant plus important d'apprendre la langue ici à Saint-Jérôme, d'apprendre le français, à Saint-Jérôme. Ils font des prises de conscience évidentes en disant « tu as raison, le français, c'est important ». L'anglais est très présent, mais le français est aussi là, puis je trouve qu'il faut en prendre soin, il faut en être fier. Et il faut le mettre de l'avant aussi. Il faut leur parler en français aux immigrants. Beaucoup, beaucoup. Le nombre d'étudiants qui adhèrent au programme de francisation et d'intégration augmente d'année en année, mais le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles n'oblige aucun immigrant à apprendre le français. Parce qu'ils ont toujours le choix de ne pas apprendre le français. Donc, s'ils viennent ici, pour moi, c'est un choix. Et majoritairement, les étudiants sont très contents, ils sont très avides d'apprendre et ils sont très heureux aussi de tout ça. Il fait un froid de canard. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Il fait frais. Il fait? Frais. Il fait frais. Ben, sais-tu, je pense que je vais l'accepter. C'était Eugénie Aymon pour l'équipe Argenteuil. Les prêtres catholiques et pasteurs protestants célèbrent des messes dans des églises qui sont pour la plupart de moins en moins remplies. Terminer les homélies prononcées dans un langage peu accessible. Une tendance qui constitue en fait un des dogmes de l'Église protestante. Pour nous, on considère que c'est très important qu'il n'y ait pas un fossé, un abîme entre le langage du haut de la chair et le langage que les gens comprennent. Ça a toujours été important dans la tradition protestante et dans tous les mouvements de réforme d'employer le langage vernaculaire, un langage que les gens comprenaient. Une des premières choses qu'on a vues à la réforme protestante, ça a été d'arrêter de faire la messe en latin, plutôt de la faire dans la langue du peuple. Alors donc oui, c'est important de parler un langage que les gens comprennent. Simplifier le message pour le rendre plus accessible peut parfois se faire au détriment du sens, rappelle ce prêtre catholique, bien au fait des différentes traductions françaises de la Bible et des Écritures saintes. Parce que on peut pas reproduire telle quelle la façon de s'exprimer d'une langue ancienne. Et en même temps, il faut respecter aussi ce qui est dit. Donc, il faut soit qu'on met l'accent sur le respect du message, et là, on peut transformer le texte ou la phrase, le vocabulaire,
Ou bien il y en a qui vont plutôt dire, bien, non, il faut respecter aussi le mode d'expression. Alors là, des fois, c'est le message qui va en souffrir un peu parce que ça va être moins compréhensible, moins accessible du premier coup. La langue française véhicule-t-elle bien le message des Écritures saintes? Oui, je pense que on a une langue qui offre beaucoup de flexibilité, de diversité. Il y a des nuances qui sont parfois difficiles à exprimer dans les langues originales. L'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau. Et puis le français a une assez belle latitude pour donc permettre d'illustrer toutes les particularités, les nuances qu'on retrouve dans le texte original. Faites attention, parce que c'est risqué. Si vraiment vous allez trop vite, vous allez vous ramasser dans le clos. La langue française, elle peut être intellectuelle, elle peut être très bolée, donc s'adresser de façon théorique. Alors, c'est en fait le défi, le type de discours, de langage, c'est un langage qui va essayer oui, de faire réfléchir, mais de parler au cœur. C'était Eugénie Aymon de l'équipe Argenteuil à La Chute. Le Québec compte aujourd'hui plus de 800 bibliothèques publiques, des institutions qui se sont affermies durant la Révolution tranquille. Avant la Révolution tranquille, c'était des bibliothèques paroissiales essentiellement, des bibliothèques associatives quelquefois. En fait, il y avait le clergé catholique qui avait pris une emprise monumentale sur les bibliothèques. La bibliothèque de La Chute en est un bon exemple. Chapeautée par la municipalité depuis 1961, elle avait amorcé ses activités en 1959 dans un petit local appelé le Carrefour du Livre, grâce au travail de bénévoles comme Marcel Terrien. Au moment où M. le curé, Monseigneur Lacoste, dans le temps, il a pris ses livres qu'il avait ramassés dans une collecte porte à porte. Il a mis ça à la porte, prétendant qu'il voulait faire ménage à son sol. Puis il disait qu'une bibliothèque, ça ne prendra jamais à la ville de La Chute. La Révolution tranquille vient changer la donne. Peu après son arrivée au pouvoir en 1960, le gouvernement libéral de Jean Lesage légifère les bibliothèques publiques. Cette loi-là, elle comportait 15 articles et il y en a 12 qui portaient sur la création d'une direction des bibliothèques publiques. Donc c'est vraiment la preuve que l'État s'implique dans le développement des bibliothèques publiques, chose qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Jusque-là, la seule loi qu'il y avait, c'était la loi sur les villes qui autorisait les villes à créer une bibliothèque publique. Puis je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de villes francophones qui avaient développé une bibliothèque publique forte de cette loi-là. Si les bibliothèques publiques relèvent aujourd'hui des municipalités, aucune loi ne régit la langue des collections, une responsabilité qui revient donc aux bibliothécaires. Ainsi, 80% des livres de la bibliothèque de Brossard sont en français, pour une population qui ne compte que 50% de francophones. Donc, ce sont les bibliothécaires qui, avec des portraits démographiques, avec la connaissance de leur clientèle, vont développer leur collection. Et décidément, ils vont aller plus vers le français, c'est sûr, mais ce qui est important dans un développement de collection, c'est toucher tous les secteurs de la culture, tous les secteurs de la connaissance du savoir. Les bibliothécaires jouent ainsi un rôle dans la sauvegarde de la langue française par le simple fait de proposer des livres en français et d'encourager la lecture. Si les services des bibliothèques se sont diversifiés, leur mission demeure la même et le pouvoir du clergé est maintenant entre les mains des municipalités qui détiennent un droit de vie ou de mort sur cet temple du savoir. Il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir de voir le curé bénir la bibliothèque, lui qui a foutu tout dehors. Oh, ça m'a fait plaisir, je ne savais pas comment. C'était Eugénie Aymon pour l'équipe Argenteuil. Les médias sociaux que sont entre autres Facebook et Twitter permettent à l'usager de se forger une identité, de se mettre en valeur, mais surtout de s'exprimer et de communiquer. Les artistes, les politiciens et les communicateurs sont d'ailleurs nombreux à en tirer profit. Mais sous-estime-t-on l'influence que peut avoir un bon ou un mauvais usage de la langue française sur la crédibilité de notre image publique? Les agences de communication et de marketing suggèrent de plus en plus l'utilisation de médias sociaux à leurs clients afin de mieux rejoindre leur public cible. C'est d'ailleurs devenu un incontournable.
Rouge Cerise, bonjour. Marie-Ève à l'appareil. Oui. Oui, pas de problème. Quelle date? Le premier qui a un blog sur un sujet en particulier va devenir un peu la personne référence. Et comme la vague commence à monter, on dit à nos clients, ne ratez pas cette vague-là. Soyez les premiers dans votre domaine à avoir un blog ou à être sur les réseaux sociaux, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et attention aux fautes de français quand vient le temps de mettre en ligne le contenu du blog. Les coquilles peuvent effectivement entacher l'image de l'entreprise. Alors, c'est comme une publicité qui est bourrée de fautes. C'est sûr que le client va sûrement recevoir quelques appels téléphoniques pour se le faire dire. Pour ce journaliste et animateur bien connu de la colonie artistique, la plupart des personnalités publiques font attention à leur niveau de langage. En général, je dirais que les artistes savent bien écrire, ils font attention. C'est pas tout le monde, cependant. Je dirais que le niveau de français qu'on retrouve de la part justement de ces gens-là est quand même recherché. On sent que les gens font attention à ça, ce qui n'est pas le cas de la majorité des autres qui n'ont pas nécessairement cette pression publique au niveau de l'image. Jessica Curry a 22 ans et est résolument décidée à se faire connaître en tant que joueuse de cornemuse, mais les statuts que publie en français cet anglophone de Brunswick-Chatham sont souvent truffés de fautes. Jessica le sait et n'hésite pas à demander de l'aide. Pour mon français, mon écriture, je sais qu'elle est vraiment pas bonne, mais j'essaie d'avoir du monde pour m'aider, puis de plus en plus, mon français s'améliore. Pour Michelle Blanc, experte du marketing et des stratégies Internet et celle que l'on surnomme la gourou des médias sociaux au Québec, le web est avant tout un média textuel. Michelle Blanc a d'ailleurs su tirer profit au maximum de la visibilité qu'offrent les médias sociaux en racontant sa transformation sexuelle en direct sur son blog et en se créant elle-même une image de marque. Plusieurs entreprises tirent d'ailleurs profit de son expertise. Michelle Blanc, c'est la personne référence au Québec. Les médias sociaux sont en pleine expansion. Le site Facebook a atteint les 500 millions d'utilisateurs. Le site YouTube a atteint 1 billion d'usagers. Et le site LinkedIn réunit 80 millions de professionnels à ce jour. Mais reste à savoir si le phénomène survivra à l'excitation des débuts sans que plusieurs utilisateurs ne perdent le contrôle de leur image ou que la langue ne se transforme radicalement. Communiquer avant de parler et développer plus rapidement le langage verbal, voilà ce que permet notamment le langage des signes pour bébé, un courant qui a émergé aux États-Unis dans les années 90 et qui a fait son apparition au Québec il y a 5 ans. L'entreprise Signes et Merveilles a adapté le concept à la réalité québécoise et enseigne la méthode un peu partout à travers la province, au grand bonheur des parents. Bonjour. Je viens pour avoir des informations pour le cours de BBC. Oui, le langage des signes, oui. Je te dirais que c'est une étape dans l'apprentissage du langage chez les enfants. Donc, on va leur montrer certains signes qui vont leur permettre de communiquer plus facilement avec le parent et de se faire comprendre mieux. Avec ma fille elle a aujourd'hui 5 ans et ça a débloqué complètement vite, en vitesse vraiment incroyable son langage. Elle a parlé parfaitement son espagnol, son français, elle faisait toujours ses signes. Elle a appris à la garderie aux autres enfants aussi il la voyait faire, donc il voulait aussi apprendre. Le Québec n'a pas encore mesuré l'impact du langage des signes pour bébés sur l'apprentissage du langage verbal chez les poupons québécois, mais de nombreuses études américaines démontrent que cette méthode stimule la communication verbale, enrichit le vocabulaire des tout-petits, qui à l'âge de 3 ans auraient la compréhension et le discours d'un bambin de 4 ans. Avant même que l'enfant soit capable de produire des sons, de produire des mots d'une langue orale, on va l'exposer à des outils qui sont gestuels pour qu'ils puissent commencer déjà à jouer avec le langage, à s'exprimer et à construire. Je veux pas que ça devienne une deuxième langue, comme ça serait l'anglais, comme ça serait l'espagnol ou le langage signé là, pour les sourds et muets. C'est vraiment juste un moyen pour que je décode plus rapidement les besoins de mon enfant ou ce qu'il veut me dire. Donc, c'est sûr que la conséquence immédiate, c'est de diminuer les frustrations de l'enfant qui essaie de me pointer dans la bibliothèque quel type de livre qu'il veut. Et lui, c'est le livre sur les oiseaux qu'il veut. Fait que s'il me pointe un livre puis qu'il me fait ça,
Je vais dire, c'est un livre sur les oiseaux que tu veux. Et là, il va me démontrer que oui. Fait que dans le fond, il va utiliser ces signes-là un certain temps, puis après ça, il va les abandonner parce qu'il va avoir compris que c'était oiseau, puis que c'est plus efficace quand il me dit oiseau que quand il me dit le signe. Le langage des signes pour bébés fait de plus en plus d'adeptes au Québec, mais reste à voir si celui-ci sera appliqué à l'ensemble des centres de la petite enfance et autres services de garde. C'était Eugénie Aymon de l'équipe Argenteuil pour le triathlon du français. On nous a demandé d'élaborer sur notre rapport à la langue française. On est donc retourné à la source, soit à l'école primaire, là où nos aptitudes sociales se sont développées et où nos personnalités étaient encore brutes, pour tenter de comprendre comment s'est déroulé notre apprentissage de notre langue maternelle. J'ai acquis un surnom au primaire, c'était le dictionnaire. C'est un surnom que j'ai reçu lorsque j'étais en 5e année du primaire. En fait, c'est qu'à cette époque-là, j'étais très bon en classe. Je complétais mes travaux, les exigences du professeur assez rapidement avant mes amis. J'avais tellement du temps libre. Je prenais le dictionnaire et je commençais à feuilleter. J'allais souvent dans la section, pour commencer la section des noms propres. Sauf qu'en lisant beaucoup là-dessus, sur les noms propres, il y avait des termes, des fois, que je ne savais pas c'était quoi. Je donne un exemple. Louis IX dit « le bègue ». Qu'est-ce que ça signifie, le bègue? Alors, j'allais voir dans les noms propres et je vérifiais qu'est-ce que signifiait le mot bègue. Et c'est là que j'ai appris plusieurs mots comme ça. Je persiste tout de même à penser que se faire appeler le dictionnaire laisse des traces. Quant à Pascal, je me suis toujours demandé comment ce lunatique avait réussi à intégrer les notions de base en grammaire et en syntaxe. J'ai supposé que son éducation ne s'était pas faite sans heurts, et pourtant. J'ai jamais été un grand friand de lecture imposée. Puis, j'avais tendance à oublier que j'avais des livres à lire. Une fois, en entrant dans la classe, mon professeur m'annonce qu'on a un test de lecture, un résumé de lecture à faire. Je me suis lancé dans mon livre à ce moment-là, que j'avais pas lu. Je lis le résumé en moins de 2. Je feuillette des pages, j'essaie de retrouver des noms de personnages. Il fallait que j'invente une histoire à partir de ce que j'avais lu. Une fois fini, j'ai remis ma feuille au professeur. J'étais totalement découragé. Je peux pas expliquer l'émotion que j'ai eue quand j'ai vu que ma note était de 90 %, qui était facilement la note la plus haute de tous mes amis. Moins étourdi que Pascal, aussi créatif et un peu menteur, Sylvain a sans doute réussi haut la main ses examens. De nous quatre, c'est quand même celui qui produit aujourd'hui le plus de fautes d'orthographe. J'avais tendance beaucoup à regarder ce que les autres faisaient. Je copiais les réponses des autres discrètement. Je me faisais très discret. Puis ça marchait bien, mon enfant. J'avais des bonnes notes à l'école. J'étais bon. Tricher est un art et Sylvain l'a toujours bien maîtrisé. Bien, c'est sûr que quand tu veux tricher puis que tu vas avoir une bonne note, tu triches sur une bonne personne que tu sais qui est premier de classe. En les écoutant raconter leurs histoires, je me suis rappelé mon arrogance. Moi, à ton âge, là, si j'aurais étudié le français comme... Si j'avais étudié le français, là, ben, je serais pas pris à être professeur. Mais mon français était-il si bon? Peut-être pas. C'était Eugénie Aymon de l'équipe Argenteuil. Vas-y.